Edgar Groslo est là. Edgar, bonsoir. Salut Gilbert, salut tout le monde. Daniele Manoussia est là. Daniele, bonsoir. Bonsoir à tous. Et Polo Breitner arrive dans quelques instants. Edgar, on va démarrer par toi avec le match Benfica-Real. Le Real qui finit à 9, qui prend 4 buts. Alors, nous, évidemment, ce soir-là, on a tous parlé de Trubin. D'abord, ils font pas un contrôle des papiers. C'est-à-dire le bilan, leur club qualifié, combien ils en ont et tout. Tu vois. D'abord, on présente leur passeport. Pour l'Espagne, c'est une catastrophe. Voilà. D'abord, je veux le contrôle des papiers, moi. Allez-y, monsieur. Contrôle des papiers. Allez-y, monsieur le policier Riolo. Pardon. On parle de très mauvaise soirée pour le foot français, mais en Espagne, ils disent que c'est une soirée noire. T'as quand même, au début de la soirée, tu te dis que tu vas sûrement avoir le Barça et le Real. Le Real, tu te dis c'est quasiment fait, il faudrait un miracle pour pas qu'il soit top 8. Il termine 9e. Et t'as l'Atlético qui arrive à perdre à domicile contre Bodo Glimt, alors qu'il pouvait. Ce qui plombe Marseille d'ailleurs, parce que si l'Atlético bat Bodo Glimt, Marseille est qualifié. Non mais c'est dingue. Et t'as l'Athletic Club de Bilbao qui peut passer top 24 et qui termine 29e. Donc t'en perds 2, t'en perds 2 et t'en passes 3, c'est ça? Ouais, et surtout t'as que un club top 8. Voilà. T'as que un club top 8. De toute façon, le top 8, c'est pas le contrôle des passeports. Excuse-moi, je le prends. Le petit Edgar Groslo, je vais venir dans la salle à côté, on va fouiller les bagages un peu. On va regarder un peu. Tout n'est pas très clean. En fait, on va regarder. Dans le top 8, t'as quand même beaucoup de première ligue. Il y a des joueurs qui sont pas très clean. La première ligue écrase tout. Polo Breitner nous rejoint lui aussi. Polo, bonsoir. Pareil, contrôle du passeport. Bonsoir, contrôle Gilbert, des papiers. bonsoir tout le monde. Contrôle du passeport. Donc, quel est ton bilan, première phase des clubs allemands, Polo? Il est globalement bon, je dirais c'est un B+, si on était à l'école, quoi, parce que le Bayern est dans le top 8, mais il est plus que dans le top 8, il est tout en haut, quoi. Dortmund, on va dire c'est moyen, parce que la défaite est inutile contre l'Inter, et j'ai envie de dire c'est le match nul contre Bodo Glimt qui plante un peu tout. Leverkusen a eu une saison très compliquée, rappelons-nous l'épisode Ten Hag, et finalement il finit sur une bonne note. Et puis Francfort, c'est décevant, même si leur liste de courses était... T'as quoi, c'est 3 sur 4, c'est ça? 3 sur 4, ouais. 3 sur 4, dont 2 en barrage. Voilà, pour Polo. C'est ça. Il passe, mais jette un coup d'œil. Ouais. Je sais pas si Bodo Glimt, c'est la dépendance de quelqu'un, mais ce qu'ils font, c'est quand même extraordinaire. Polo, c'est quand même... donne les empreintes digitales, on contrôle quand même. Bilan italien, Daniele. En Italie, il n'y a pas beaucoup de déceptions, c'est-à-dire ils sont très gentils, les journalistes. J'ai l'impression qu'ils ne s'attenaient pas grand-chose cette année, même si toutes les équipes, en gros, elles ont un peu loupé leur chance. L'Inter, la Juventus... Aucun Italien dans les 8, dans les 8 premiers. Aucun Italien dans les 8. Au total, ils ne perdent que Naples. Oui, mais Naples, comment ils le perdent? C'est-à-dire avec le match de Copenhague. Après, ce soir, ils ont fait un grand match, au moins. Pendant quasi toute la soirée, ils sont qualifiés, Naples. C'est à la fin le but de Chelsea qui les plombe. Oui, ils ont en fait allez regarder les buts de Vergara parce que Vergara c'est très très beau et ils ont eu une grosse réaction après avoir encaissé les premiers buts de Chelsea. Ils méritaient d'être 2-1, mais après ils ont fini l'essence quoi. Et João Pedro il a marqué le premier but incroyable et le deuxième très joli aussi. Mais il y a une question de football italien parce qu'on en parle. Del Piero, il a demandé à Conte à la fin du match. Il a dit mais est-ce que c'est possible de jouer comme ça plusieurs matchs avec cette intensité? Mais je pense que la réponse, elle est là. Non, c'est pas possible pour les équipes italiennes de jouer à cette intensité. C'est un vrai problème en Italie. Il y a beaucoup de gens qui en parlent. Il faut qu'ils trouvent une solution. Mais c'est un vrai souci. Il y a une perte d'intensité dans le foot italien qui fait que quand ils jouent les équipes anglaises, ils se font marcher dessus, quoi. Ils se font marcher dessus. Oui, tout à fait. Ou s'ils arrivent à égaliser l'intensité anglaise, comme ce soir le Naples pour 60 minutes, 65 minutes. Après le match qu'ils jouent en championnat, ils sont morts. Ils sont morts, ils sont cramés, bien sûr. Ouais. Alors, je reviens au Real. Le Real, là, qui finit à 9, qui en prend 4 et qui sort des 8, là, c'est la cata totale, Edgar.
C'est un fiasco total. Au moins, ça va permettre à tout le monde de redescendre un petit peu, de remettre les pieds sur terre, de se dire que c'est pas parce que tu as changé d'entraîneur que d'un coup tout va être parfait, parce que tu as battu Monaco 6-1 et que tu as battu Villarreal. Mais Villarreal, ils font jamais rien contre les gros cette saison. Et bon, on va expédier très rapidement le sujet Arbeloa qui vient encore en conférence de presse pour dire c'est de ma faute si on a perdu de match et je prends toute la responsabilité. Bon, c'est combien de temps l'intérim en fait là ? Non, mais c'est son rôle et ok, s'il veut, on va dire que c'est sa faute parce qu'effectivement, sa préparation tactique du match, il y a absolument rien qui va. Ils se sont fait surdominer par Benfica en première période, mais vraiment. Il y a un moment, on parle des joueurs ou pas, Edgar ? Ah ouais, on va parler des joueurs, mais pour citer Kylian Mbappé, il dit non mais si tu prends 5-1 pendant la première période, personne n'est surpris et il a complètement raison. Donc ça, effectivement, la préparation du coach est complètement ratée. Mais après, il va falloir commencer à parler des joueurs aussi, parce qu'on peut changer de coach autant qu'on veut, on peut tenter des nouvelles choses, mettre un tel sur le banc, mettre un tel titulaire parce qu'il a un statut, mais il y a certains dans l'attitude ce soir, c'est juste inacceptable pour des joueurs du Real Madrid. Par exemple, Rodrigo rentre à la 55e minute, il arrive à se prendre un carton rouge pour contestation parce qu'il parle mal avec l'arbitre vient l'exclure en fin de match, donc il termine le match à 9 contre 11 et donc ils se prennent ce but-là. Un joueur comme Heusen, il va falloir qu'il comprenne dans l'attitude qu'il est défenseur central au Real Madrid, qui joue des matchs de Ligue des Champions, qui joue des matchs de Liga de très haut niveau. Tu ne peux pas être aussi peu solide, tu ne peux pas te faire marcher dessus dès que tu as un attaquant un petit peu qui vient de bousculer dans la surface de réparation. C'est pas possible. Il va falloir passer un cap s'il veut être titulaire au Real Madrid, parce que là, il est très très loin des attentes. Un joueur comme Arda Güler, je crois que j'ai jamais dit un mot négatif sur lui, parce qu'à chaque fois qu'il joue, généralement, il est bon et dans l'attitude, il a toujours été parfait. Ce soir, il est remplacé par Arbeloa et il se permet de râler et il se permet de se plaindre d'être sorti, alors que son équipe est menée 3-2. Comment c'est possible ? Je veux dire, il faut aussi. Là, c'est ce qu'on disait à une certaine époque pour le Paris Saint-Germain, mais il y a un moment, on a cru qu'au Real, ça ne se passait pas. Peut-être que ça ne se passait pas quand ce président était plus jeune et était peut-être, je sais pas, tout simplement meilleur. Mais là, aujourd'hui, on peut quand même dire que cette institution, elle n'a pas de gouverneur, elle n'a pas de capitaine, et donc qu'aujourd'hui, les joueurs, ils sont à l'image de leur commandement. Petit point de règlement. Ils sont à l'image de leur commandement et ils sont donc dans un état qui n'est pas au niveau du Real Madrid. Edgar, il y a un truc qu'on n'a pas compris avec Kevin. Le but, Mbappé à la fin, là, qui va piquer le ballon du gardien qui est sur le point de dégager. Pourquoi c'est faute ça voilà. Ouais, pourquoi c'est faute ? Ça aurait qualifié l'OM en plus. C'est vrai. Mais alors, au moment où il touche le ballon, tout de suite, l'arbitre fait non du doigt et je pense. Parce que ça veut dire qu'il y a une règle qui a changé sur ce truc-là, parce qu'avant c'était des buts qui étaient acceptés. On en a connu. J'ai absolument pas le gars. Mais après j'ai l'impression, vous me dites si je me trompe aussi, mais j'ai l'impression que ce genre d'action c'est un petit peu des fois c'est sifflé, des fois c'est pas sifflé. Donc je sais pas honnêtement sur le règlement exact, mais l'arbitre a tout de suite dit non du doigt et je pense qu'il a sifflé aussi tout de suite. En tout cas, il a fait le geste pour dire que c'était pas possible. Et tu parles de Kylian Mbappé. Et ça c'est important. Kylian Mbappé, il est venu en zone mixte après le match. Et vous allez me dire c'est quand même normal et le b.a.-ba pour un cadre d'un vestiaire, mais au Real Madrid c'est pas toujours le cas. Depuis une saison et demie, souvent quand il y a une défaite, il y a personne derrière, ou alors tu as quelqu'un qui vient un petit peu faire du politiquement correct, sauf quand c'est Thibaut Courtois qui lui assume à chaque fois. Kylian Mbappé, il est arrivé en zone mixte, il a dit que c'était pas normal ce qu'ils avaient fait, il a dit qu'ils n'avaient pas fourni un match digne de champion, il a dit effectivement qu'ils auraient dû être menés 5-1 à la mi-temps, il a dit que Benfica avait été largement supérieur sur la première période, et il a dit que le dernier but qu'ils se prennent, c'est une honte. Voilà, il a dit que c'était une honte pour eux et il a assumé. Et s'il y a une note un tout petit peu positive à sortir côté Real Madrid ce soir, c'est que pour une fois, parce que c'est rare et ça ne devrait pas être rare, tu as un cadre du vestiaire, et en l'occurrence Kylian Mbappé, qui vient assumer, et il va falloir plus de joueurs qui ont ce genre de comportement. Alors c'est le règlement. Ouais. C'est faute car le ballon est considéré en possession du gardien au moment de dégager. Même s'il est en l'air. S'il le lâche, il est considéré en sa possession. Donc la règle a changé. Voilà. C'est 100%, il n'y a pas de discussion possible. Très bien. Bah écoute, je l'accepte si c'est la règle. Polo. J'aime pas cette règle. Polo, tu as eu plein de matchs toi aussi ce soir. Duquel veux-tu nous parler et à ton avis, qu'est-ce qu'il faut relayer aux auditeurs de l'After ? Le petit rebelle du dégagement. La parole est à Polo. Pardon.
Il y en a pas. Il n'y avait pas forcément des matchs très très importants ce soir. Ce que je constate, c'est plus des performances individuelles qui font plaisir. Je pense à Moussiala, qui a eu sa première titularisation. Ah oui, mais bien sûr, son comeback là. Jamal Moussiala. Il était rentré plusieurs fois depuis la fin de la trêve hivernale en Allemagne, et là il marque un but. C'est important pour lui de revenir parce qu'il va falloir qu'il retrouve une place dans le 11 du Bayern, et ça va pas être si évident que ça. Vu comme ça tournait, oui. Urbich, le gardien, parce que Manuel Neuer est de plus en plus mis au repos parce qu'il a d'énormes problèmes physiques, il a besoin de se retaper à chaque fois. Et Urbich qui a fait un super arrêt, et au Bayern, on se dit qu'on a fait la bonne occasion pour récupérer, à mon avis, le successeur de Neuer, sûrement l'année prochaine, même si c'est pas encore à 100%. Et puis, j'ai envie de dire à Leverkusen, même si Villarreal était déjà éliminé, moi c'est Tillman, qui est pas un joueur que je connais depuis un bout de temps parce qu'il a évolué au Bayern avant dans l'équipe réserve, et qui m'avait beaucoup déçu à Leverkusen. J'étais pas fan de lui, et il met un doublé ce soir, et même si le match était un match en bois, j'espère que ça va lui permettre de se mettre au niveau de l'équipe. Donc voilà, les autres matchs, Daniele va sûrement vouloir parler de l'Inter, c'est décevant évidemment. Le Dortmund est un petit peu bas, et puis quant à Francfort, ils s'étaient déjà éliminés, donc ils ne se sont pris que 2 buts, ce qui est extraordinaire puisqu'ils se prennent 3 buts par match en moyenne. Donc Daniele, voilà. de ton côté, de quoi tu veux nous parler parmi tous tes matchs? Le match de Naples, c'était le plus fou, mais j'ai regardé un peu la Juventus un peu plus attentivement parce que c'est vrai qu'elle n'avait rien à gagner dans ce match. Elle n'avait pas des points à faire, elle ne pouvait pas changer son classement. Mais Spalletti, il est dans une pente un peu croissante, on va dire. La Juventus a joué de mieux en mieux, elle avait bien gagné contre Naples. Là, il a fait du turnover, et je trouve très intéressant quand même qu'elle n'arrivait pas à soutenir la pression de Monaco, qu'elle avait pas déjà soutenu cet été quand ils ont fait des matchs amicaux. Je me souviens plus c'était des matchs amicaux à la Coupe du Monde pour club, mais en tout cas je me souviens très bien que Monaco c'était une équipe avec beaucoup de pression et que la Juventus l'avait souffert. Et là, on a vu qu'elle a perdu beaucoup de balles dans la construction défensive, basse, comme on dit en Italie. Et elle a eu du mal à jouer avec transition, les terrains qui s'est longé tout le temps. Spalletti, il a dit, mais bon, c'est quand même mauvais signe pour une équipe qu'elle arrive jusque maintenant à avoir une identité. Et je pense que voilà, Monaco, c'était une équipe en difficulté, vous le savez mieux que moi. Et c'est vrai qu'elle n'avait rien à gagner, mais ces matchs-là, ils servent aussi un peu pour faire des statements, quoi, pour montrer son propre pouvoir, et aussi pour les joueurs qui ont la chance de jouer. Openda, je vous écoutais tout à l'heure, vous l'avez un peu crucifié, les mecs, mais les mecs, ils ne jouent pas. Il se prend des claques par Spalletti, qui n'arrête pas de dire qu'il est trop un bon garçon. Il joue pas parce qu'il ne montre pas qu'il a le niveau de jouer, c'est tout. Mais il y a toujours les deux côtés de la même pièce, mais je trouve que c'est pas facile de jouer dans la Juventus cette année. Même David, il a eu du mal à s'incruster, il a dû attendre en fait la blessure de Vlahovic. Et là qu'il y arrive, qu'est-ce qu'il fait Spalletti après les derniers matchs? Il va en conférence de presse à dire que oui, David, il peut bien marquer, mais il n'est pas parfait, il n'est pas complet. Et lui, il veut un attaquant plus grand, en gros. Mais donc voilà, moi, je trouve que c'est très difficile aussi d'avoir une équipe avec des remplaçants au niveau pour la Juventus. Et sans ça, je pourrais avoir des doutes sur le reste de la saison. Après, franchement, c'était l'équipe la plus intéressante en Italie en ce moment. S'ils avaient gagné 1-0, Monaco et l'OM se qualifiaient. C'est pas fou, ça. Oui, et aussi, ils auraient pu aider Naples Monaco aussi. Parce que Naples, il y avait un moment où avec les Monaco deux partout... laissait filer, ils faisaient un cadeau. Mais non, pourquoi? Ouais. Bah si, Monaco, il restait qualifié. Oui, mais ça changeait pas l'OM. Non, ça aurait fait remonter la Juve au classement, mais ça changeait pas. Ça changeait pas l'OM. Ah, pardon, j'ai voulu tenter. Daniele, Polo, Edgar, Laisse merci. tomber les classements. Merci les gars. Tu sais que c'est moi le spécialiste. J'ai encore fait un sans faute ce soir. Ouais, t'as été excellent, Gilbert. Ouais. Salut les gars. Les 5 dernières minutes, comme il avait le très cerveau en ébullition. Oh là 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 là.